Bonjour, c'est samedi matin, c'est l'heure du Tao avec moi, Christina Winkler. Voilà, ravie d'être de retour pour ce chapitre 36 que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. C'est un chapitre que j'aime beaucoup parce qu'il nous amène dans le monde des paradoxes. Le monde des paradoxes, c'est l'ouverture au spirituel. Parce que le spirituel, c'est la dimension qui nous dépasse. C'est ce qui est plus grand que nous. Et nous en avons besoin pour croître, pour nous connaître, pour découvrir le monde, pour être en rapport avec soi-même et avec les autres, et pour être relié, mais aussi pour trouver la santé. Oui, la dimension spirituelle nous permet tout ça. Ce n'est pas un monde dogmatique, mais bien au contraire, c'est le monde du questionnement. Parce que là où il y a spiritualité, il y a paradoxe et donc réflexion. Quand je me trouve face à des paradoxes, je suis obligée de me questionner et de questionner le sens de ce qui apparaît à travers les paradoxes. Bon, allons découvrir un petit peu ce chapitre qui nous livre pas mal d'informations sur cette question des paradoxes et donc aussi de la face cachée des choses. Parce que si je veux percer le mystère d'une situation ou d'une question ou de la vie, eh bien, je dois me confronter à tout ce que je ne vois pas à première vue d'œil. La face cachée, les eaux troubles, les eaux profondes, les apparences, tout ça se révèle à travers un regard que je pose. Allons-y. Alors, comme d'habitude, je te propose de t'installer confortablement, de manière à pouvoir être présent et présente à ce qui va suivre, confortablement, de manière à pouvoir être ouverte, à être disponible et à pouvoir accueillir. Inspire. Inspire, expire longuement. Ferme les yeux. Et puis laisse-toi porter par ma voix pour recevoir les mots de ce chapitre et les laisser agir en toi. Qui veut abaisser quelqu'un doit d'abord le grandir. Qui veut affaiblir quelqu'un doit d'abord le renforcer. Qui veut éliminer quelqu'un doit d'abord l'exalter. Qui veut supplanter quelqu'un doit d'abord lui faire des concessions. Telle est la vision subtile du monde. Le souple vainc le dur, le faible vainc le fort. Le poisson ne doit pas sortir des eaux profondes. Les armes les plus efficaces de l'État ne doivent pas être montrées aux hommes.
Reste encore un petit peu dans ta position de disponibilité et d'ouverture. Je vais te relire ce même chapitre dans la traduction que tu trouves sur ce PowerPoint que j'avais préparé. Cette première lecture est celle de mon traducteur préféré. Écoute. Lorsqu'une créature est sur le point de se contracter, on reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a eu de l'expansion. Est-elle sur le point de s'affaiblir? On reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a eu de la force. Est-elle sur le point de dépérir? On reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a eu de la splendeur. Est-elle sur le point d'être dépouillée de tout? On reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a été comblée de dons. Cela s'appelle une doctrine à la fois cachée et éclatante. Ce qui est mou triomphe sur ce qui est dur. Ce qui est faible triomphe de ce qui est fort. Le poisson ne doit pas quitter les abîmes. L'arme acérée du royaume ne doit pas être montrée au peuple. Inspire. Expire longuement. Prends conscience de ce que ces mots mettent en mouvement en toi. Comment tu es inspiré, habité par ces mots et comment tu peux les laisser exister dans ton esprit, dans ton cœur et prends-en note. Allons maintenant découvrir plus en détail ce que disent ces lignes et comment tu peux les mettre à profit pour ta santé et ton bien-être. Alors déjà, c'est intéressant de voir comment les traductions diffèrent. J'ai fait la même lecture en allemand également, et là encore, la traduction diffère pas mal. Elle prend une forme inversée, et à la fois, bien évidemment, elle dit exactement la même chose. Et c'est bien de ça dont il s'agit ici. Il y a une profonde vérité dans ce chapitre qui est illustrée par le signe du Taiji dans le Tao. Le signe du Taiji, c'est le noir et le blanc qui se joignent pour ne former qu'un. Et ici, nous avons les mots pour le décrire, ce signe. Deux forces antagonistes, deux forces opposées, deux forces de forme complètement différentes se joignent pour être la même chose, pour donner une expression différente à quelque chose qui est de l'ordre du même. Un exemple, la journée. La journée, c'est un tout. Une journée, c'est-à-dire 24 heures, c'est un tout, c'est un cycle entier. Et à la fois, ce cycle est fait de la nuit et du jour. Donc de deux choses
complètement différentes et opposées. Et pourtant, une journée n'est pas une journée sans la nuit, et une journée n'est pas une journée sans le jour. Voilà. Voilà en préambule pour la lecture de ce chapitre. Allons voir d'un peu plus près. Comme d'habitude, nous avons ici quelques exemples qui montrent ou qui décrivent la même chose sous différents aspects. Prenons les deux traductions en parallèle. Qui veut abaisser quelqu'un doit d'abord le grandir. Lorsqu'une créature est sur le point de se contracter, on reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a eu de l'expansion. Donc, dans la première traduction, on parle de quelqu'un qui veut faire quelque chose. Donc, si je veux abaisser quelqu'un, je dois d'abord le grandir. La deuxième traduction parle de la créature elle-même, c'est-à-dire si quelque chose se contracte, alors cela suppose qu'à l'origine il y a eu de l'expansion. Expansion et contraction sont les deux mouvements de la même chose. Un exemple très simple, c'est un exemple dans la couture. Si je veux enfiler un élastique dans une jupe ou un pantalon, eh bien pour enfiler cet élastique, je dois enfiler le tissu et le draper. Mais si je ne donne pas de l'expansion à l'élastique, si je ne pousse pas les boucles de tissu qui se forment avec l'élastique, si je ne fais pas de détention, enfin si je ne détends pas l'élastique, eh bien, je ne peux plus enfiler de tissu. Donc, je suis obligée de créer de l'espace pour que le tissu s'enfile sur l'élastique. Voilà, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est un exemple de couture, donc il faut l'avoir expérimenté une fois pour bien saisir le truc. Mais c'est un exemple très simple. Alors, on voit la deuxième strophe. Qui veut affaiblir quelqu'un doit d'abord le renforcer. Est-elle donc la créature sur le point de s'affaiblir? On reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a eu de la force. Ce qui s'affaiblit a été fort au départ. Et si je veux affaiblir quelque chose, je dois d'abord le renforcer. Prenons un exemple. Si je veux, très simple, exemple très simple. Si je veux baisser le son de la musique, il faut que le son soit fort, trop fort d'abord, pour pouvoir le baisser. Ça paraît un peu bête comme exemple, mais c'est exactement de ça dont il s'agit. Si je veux baisser le son, il faut qu'il soit fort. Sinon, je n'ai pas besoin de le baisser. Continuons avec le prochain exemple. Vous pouvez d'ailleurs essayer de trouver des exemples pour vous aussi, des exemples qui vous parlent plus que les miennes. Je prends exprès des choses très quotidiennes, très banales, pour vous montrer à quel point c'est dans le quotidien que ça se joue. Tout ce qui se dit dans le Tao est en rapport avec la vie, pas avec
une illumination éthérée, intellectuelle, mentale. Non, c'est dans la vie de tous les jours que je peux observer ces phénomènes parce que c'est naturel. C'est des choses de la nature de la vie elle-même. Continuons. Qui veut éliminer quelqu'un doit d'abord l'exalter. Est-elle la créature sur le point de dépérir? On reconnaît avec certitude que dans l'origine elle a eu de la splendeur. Oh, pardon, c'est mon téléphone qui a sonné. Désolée. Donc, est-elle sur le point de dépérir? On reconnaît avec certitude que dans l'origine elle a eu de la splendeur. Qui veut éliminer quelqu'un doit d'abord l'exalter. Prenons l'exemple d'une mauvaise herbe. Si je veux éliminer une mauvaise herbe, il faut d'abord que j'attende qu'elle ait poussé suffisamment pour pouvoir la déraciner totalement et l'éliminer de manière nette. Si je m'y prends trop tôt, elle va pas être suffisamment forte pour que je puisse prendre les racines avec. Si je m'y prends trop tard, bien sûr, elle envahit tout, c'est pas une bonne idée. Mais il faut qu'elle ait atteint une maturité pour pouvoir l'éliminer totalement. Le fruit de l'arbre, il se détache simplement, naturellement, une fois qu'il est à maturité. Donc, il est fort et c'est pour ça que je peux l'éliminer. Il est à maturité, il est exalté et donc je peux l'éliminer. Continuons. Qui veut supplanter quelqu'un doit d'abord lui faire des concessions. Est-elle sur le point d'être dépouillée de tout? On reconnaît avec certitude que dans l'origine, elle a été comblée de dons. J'aime beaucoup cette formulation ici. On reconnaît avec certitude que dans l'origine. Oui, au départ, on est comblé de dons et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se dépouiller de tout. De quoi puis-je me dépouiller si je n'ai rien? Le dépouillement, ça se pratique dans l'abondance. Qu'est-ce que je peux donner si je n'ai rien à donner? Faire des concessions, il est dit ici. Oui, je peux concéder des choses si j'ai le pouvoir de le faire, si j'ai assez de choix, assez d'options. Alors, cela s'appelle une doctrine à la fois cachée et éclatante. Telle est la vision subtile du monde. Oui, c'est subtil et puissant. Là aussi, nous sommes dans cette espèce de contradiction. Le subtil est puissant. Plus quelque chose est subtil, plus elle est puissante. Et nous allons voir dans quelques instants pourquoi et comment. Mais restons sur cette notion de la vision subtile du monde, de la sagesse. La doctrine cachée et éclatante. C'est l'illumination qui dit que quand je veux produire un effet, je dois le chercher dans son contraire. On peut faire ça, on peut faire cette expérience avec des enfants. Parfois, quand les enfants sont bruyants,
dissipé, perturbé. Ce qui peut aider, c'est justement de pousser à bout cette exaltation-là, cette énergie qui est là, qui veut vivre, de proposer un moment, un temps d'excitation. Par exemple, de sauter partout, de danser partout, de crier, de frapper dans les mains très fort, de dire n'importe quoi. Eh bien, à coup sûr, donc quelques instants après, tout va se calmer. C'est lorsque j'essaye de contrôler et de supprimer les choses qui ne sont pas encore bien clairement là, que je les laisse continuer à vivre, à produire du désordre. Quand est-ce que je vais faire le ménage à fond? Par exemple, laver les vitres. À un moment donné où je me dis, bon, ben quand même, là, je ne vois plus à travers. Je vais le faire. Et pourquoi je vais me dire ça? Parce que j'ai déjà eu l'expérience d'avoir des vitres propres et d'avoir pu voir à quel point j'ai une meilleure vue. Donc mes vitres ou mes lunettes ont été propres avant de se salir, ce qui m'amène à vouloir les avoir propres à nouveau. C'est un cycle. Et c'est vrai pour tout. C'est lorsque je me sens mal dans mon corps que j'aspire à la bonne santé. Et je peux avoir cette expérience de me sentir mal parce que je me sens bien à d'autres moments, dans une forme de comparaison, de mise en relief. Pas de comparaison en termes d'un idéal à atteindre, mais dans la comparaison de dire, ben tiens, mais c'est différent. Je me sens différente qu'auparavant. C'est une très profonde sagesse, parce que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Donc on peut toujours inverser la tendance. Quand je suis mal, je peux aller mieux. Quand je suis bien, il peut arriver que je me sente moins bien à un moment donné. Mais quand je me sens mal, je peux aller mieux. Voilà la doctrine cachée et éclatante, voilà la vision subtile du monde. Rien n'est prédéterminé, rien n'est éternel, rien n'est là pour toujours, à jamais, avec une valeur toujours identique. Donc ce qui est mou triomphe de ce qui est dur, ce qui est faible triomphe de ce qui est fort, le souple vint sur le dur, le faible vint sur le fort. On a en français cette jolie expression qui dit « la main de fer dans le gant de velours ». C'est ça. Je peux être douce et déterminée. Je peux être détendue avec des intentions fermes. Je n'ai pas besoin de lutter, je n'ai pas besoin de me fâcher, je n'ai pas besoin de crier, de hurler pour montrer qui je suis. Montrer qui je suis, ça passe par ce que je manifeste et non parce que je le crie haut et fort. La santé, quand elle est là, elle est silencieuse.
elle est là, naturelle. On ne se pose pas la question. C'est la maladie qui hurle à la mort. La santé, elle est là au fond. Et elle attend que tu l'ouvres la porte à nouveau quand tu te sens mal. C'est ça l'histoire du poisson qui ne doit point quitter les abîmes, qui ne doit pas sortir des eaux profondes. Parce que c'est là qu'il est, si je peux dire, en sécurité, qu'il est protégé et qu'il peut rayonner. Plus c'est subtil, plus c'est puissant, parce que les ondes vont loin, très loin. Plus c'est grossier, moins l'impact est fort et durable. Le texte termine en disant « L'arme acérée du royaume ne doit pas être montrée au peuple. Les armes les plus efficaces de l'État ne doivent pas être montrées aux hommes. » Donc ça, c'est des chinoiseries, si je peux me permettre, où on revient toujours à la notion de la stratégie militaire, donc du vivre ensemble. Et bien sûr, nous pouvons transposer cela dans le monde dans le monde corporel, charnel, c'est-à-dire ton corps est ton royaume, ton corps est ton temple, et tu peux prendre et transcrire cette sagesse, cette métaphore sur ta présence corporelle et laisser ta santé être au fond agissante comme une ressource précieuse, comme une flamme qui ne s'éteint jamais, à laquelle tu veilles et qui permet à ce qu'à tout instant, les foyers de lumière et de chaleur et de force peuvent s'allumer dans la vie de tous les jours. Comme la chaudière qui garde sa petite flamme, ce qui permet à déclencher des processus plus amples. Ta santé, qu'elle soit mentale ou physique, elle peut rayonner à partir de ta flamme intérieure que tu vas bien protéger pour qu'elle ne s'éteigne jamais et qu'elle puisse te donner sa lumière, sa force, sa clarté, sa chaleur à tout instant dans des manifestations plus extérieures. Donc tu vois à quel point ce chapitre va loin, très loin dans les possibilités qu'il offre par rapport à la connaissance de soi. Et tu sais aussi que c'est mon domaine. C'est ce que je n'ai de cesse de répéter. Et je ne suis pas la seule, puisque c'est même noté, écrit, martelé dans la pierre sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, parce que c'est là que tu vas toujours pouvoir rencontrer ta lumière, encore et toujours, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Les situations les plus troubles, les douleurs les plus grandes sont possibles à être traversées grâce à cette lumière, si seulement tu sais où la trouver. Et je vais te dire un secret de plus, c'est que cette lumière, tu peux la voir toi-même, tu peux la connaître, mais tu as toujours aussi besoin de l'autre pour te la faire découvrir encore et toujours.
pour en voir des facettes que tu ne peux pas voir de ta place à toi, mais que l'autre peut saisir, cueillir, te faire découvrir, parce qu'il voit autre chose. C'est complexe, tout ça. Et c'est pour ça qu'il existe des personnes comme moi qui sont d'accord pour t'accompagner dans ton cheminement vers toi-même, dans une connaissance de toi-même plus fine, dans le dépassement des moments de difficulté. Et bien sûr, comme d'habitude, je t'offre ici la possibilité de passer à l'acte tout de suite en réservant un entretien gratuit avec moi où je peux voir avec toi si cela est utile. Ne t'en prive pas si tu as un besoin ou le désir. N'hésite surtout pas, n'attends pas et je me réjouis de faire ta connaissance pour travailler avec toi si tu le souhaites. Je te souhaite un très bon week-end et je te retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 37 du Tao Te Ching et voir ce que ce grand livre de la sagesse et de la vertu a encore à nous dire. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Au revoir.